Alors, vous avez été très concentré et vous avez mérité une récompense spéciale. On va donc passer au français. Vous savez, la langue, c'est comme l'énergie. Il faut de la biodiversité également en termes de langue. Des écouteurs, j'ai le privilège d'accueillir, nous avons le privilège d'accueillir Nicolas Hulot, qui est envoyé spécial du président de la République française pour la protection de la planète et qui est aussi, et j'insiste, c'est très important, président de la Fondation Nicolas Hulot. Je crois que d'ailleurs c'est au titre de la présidence de la Fondation Nicolas Hulot que tu es envoyé spécial du président de la République. Ça veut dire que tu as toute liberté de parole et dans ce moment-là, c'est extrêmement important. Donc je vous demande d'accueillir Nicolas Hulot. Nicolas, tu diras évidemment exactement ce que tu veux. Il y a quand même une question que je voulais poser parce qu'au fond, James, quand il expliquait un peu l'évolution du Guardian entre Copenhague et Paris. Et au fond, autour de Copenhague, ce qu'a été le rôle du Guardian, ça a été notamment de mobiliser la presse internationale, d'avoir un éditorial incroyable qui a été publié du Japon aux États-Unis en passant par beaucoup de pays dans le monde. Et au fond, ce que disait cet éditorial, c'est qu'il y a une réalité climatique incroyablement dramatique, potentiellement, et nous appelons à un sursaut. Nous appelons à un sursaut des leaders à Copenhague. Et au fond, 6 ans plus tard, le Guardian ne lance pas le même type d'initiative. Parce que la perception de ce que va être la conférence de Paris n'est pas la même que la perception qu'on avait à l'époque de Copenhague. Et la campagne que vous avez lancée, c'est une campagne sur le désinvestissement. Et la question que je vais te poser, Nicolas, c'est il va y avoir des campagnes incroyables où les citoyens se mobilisent sur le désinvestissement, sur les énergies renouvelables, sur la solidarité internationale. Et au fond, on a la perception que ce n'est pas ce qui va être discuté dans le cadre spécifique des Nations Unies et de la COP21. Alors comment nous, qui sommes des acteurs engagés de la lutte contre le dérèglement climatique, on fait le lien entre ces campagnes et la COP21 ? Merci. Merci Yannick. Il y a une étape très clairement qui a été franchie et qu'on ne peut pas remettre en cause, et je répondrai à la question de Yannick, l'étape de la prise de conscience. Cette étape est globalement réalisée, même si on peut trouver de ci, de là quelques petites remises en cause, mais globalement, ça n'est plus notre priorité. Il y a une deuxième étape qui doit être l'étape de Paris. C'est l'étape de la cohérence. Parce que les mots ne suffisent plus et les engagements ne sont pas suffisants également. Et je dirais que toute l'énergie qui a été dépensée à la fois par le monde politique, la société civile, les différents acteurs représentés ici, on pourra juger à Paris de l'utilité de tout cela, pas simplement en essayant de regarder si la somme des 195 plus 1 engagements des États nous mettront ou pas sur une trajectoire de 2 degrés, en dessous de 2 degrés. Ma crainte, c'est que cette trajectoire ne soit pas verrouillée et sécurisée à Paris. Mais est-ce là l'essentiel? Parce que vaut-il mieux que la somme des engagements nous mette sur cette trajectoire, mais que dans le même temps, nous puissions identifier les uns et les autres l'incohérence des modèles, des systèmes, des choix, des investissements que les uns et les autres vont faire et qui nous empêcheront de toute façon structurellement de réaliser ces objectifs. Donc pour moi, plus important, ou aussi important, que les engagements qui seront pris à Paris seront les outils qui nous permettront de tenir ces engagements. Et donc le temps de la cohérence est venu, ça vaut pour mon pays, comme ça vaut pour l'ensemble des acteurs étatiques. Et d'ailleurs, la responsabilité à Paris, que les choses soient claires, c'est la responsabilité des chefs d'État. Et ils ont toutes les occasions, avant la conférence de Paris,
Et au moment de l'ouverture de la conférence de Paris, puisque vous savez que c'est à l'ouverture que les chefs d'État seront là, mais souhaitons qu'ils ne soient pas là simplement pour répéter une fois encore un certain nombre de vœux pieux, de mots d'indignation ou d'espoir vain, mais qu'ils soient là en tout cas pour les pays les plus émetteurs, pour quel que soit l'accord de Paris, prendre unilatéralement un certain nombre d'engagements qui nous feront rentrer dans l'ère de la cohérence et de la crédibilité. Parce que Paris s'appréciera, non pas encore une fois aux intentions, mais aux moyens dont on va se doter pour réaliser ces intentions. Et la confiance se fera sur ces modalités. Et donc, je dirais qu'à Paris, il peut y avoir un paquet climat. Il va y avoir les engagements pris par les États. Il peut y avoir des engagements pris par des acteurs économiques, et j'espère qu'il y aura des engagements pris par des acteurs économiques. Il y aura des engagements pris par les collectivités locales, et Dieu sait que c'est important, et je sais que notamment Anne Hidalgo y travaille avec ses homologues des grandes métropoles. Mais il peut très très bien y avoir, avant Paris et à Paris, quelle que soit l'issue de Paris, des engagements qui seront tout au moins aussi importants que l'accord lui-même. Et parmi ces engagements, bien entendu, engagements qui pourraient d'ailleurs être pris à deux occasions, ou je dirais même à une ultime occasion, au moment du G20 en Turquie, où je m'apprête à aller la semaine prochaine avec l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, M. Pastor, pour essayer de convaincre M. Erdogan que le G20 fasse une place importante à 15 jours de la conférence de Paris. Et au G20 en Turquie, vous aurez notamment 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Ils détiennent dans leurs mains non seulement les clés du succès de Paris, mais au-delà du succès de Paris, ils détiennent dans leurs mains la possibilité d'induire une dynamique, une trajectoire qui ne pourra que s'accélérer. Et dans les modalités et les outils, pour être crédible, parce que honnêtement, s'engager à une neutralité carbone d'ici 2050, j'en prends acte. Mais qui sera là pour vérifier que ces engagements seront réalisés? Je prends acte de l'engagement qui sera probablement réitéré, affirmé à Copenhague, de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, pour notamment aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique, et si possible simultanément à se développer avec des technologies propres. Mais beaucoup, et à commencer par les pays du Sud, et je peux vous dire que c'est une petite musique que j'entends en permanence lorsque je vais notamment dans les pays africains, et pas seulement, plus personne ne nous croit. Non pas qu'au moment où nous exprimions ces intentions, nous ne soyons pas forcément sincères dans nos volontés, mais nous ne sommes pas sincères dans nos capacités. Parce que nous n'avons pas encore acté la cohérence. Ou encore, nous n'avons pas pris la mesure de l'incohérence. Et l'incohérence, vous l'avez probablement largement évoqué aujourd'hui. Comment voulez-vous rentrer dans une économie bas carbone, digne de ce nom, créatrice d'emplois, qui nous permette effectivement de rétablir les équilibres climatiques alors qu'on sait qu'on est dans un point de bascule et que c'est peut-être probablement déjà trop tard, en s'accommodant, si j'en prends quelques chiffres au hasard, mais qui donnent un ordre de grandeur, de 650 milliards de dollars de subventions, d'exonérations accordées, notamment par les États, aux énergies fossiles chaque année. Comment peut-on imaginer rendre l'économie bas carbone compétitive, concurrentielle, attrayante, sans se fixer un prix au carbone, sans créer, comme l'a proposé Pascal Canfin et Alain Grandjean, un corridor du prix du carbone pour tendre, en tout cas pour les pays les plus émetteurs, vers un prix unique du carbone et une trajectoire évidemment asymptotique qui puisse servir de cliquet anti-retour pour faire en sorte que chaque investisseur intègre que jamais le prix des énergies fossiles ne va revenir en arrière. Ce sont ces questions-là qui sont essentielles, et ces précisions-là et ces détails-là qui rétabliront la confiance et qui donneront la crédibilité de l'accord de Paris. Comment voulez-vous convaincre nos interlocuteurs africains
quand depuis la promesse de Copenhague de réunir 100 milliards de dollars par an pour les aider, entre autres, à s'adapter, nous n'avons que péniblement réuni que 10 milliards, et encore, la plupart de ces fonds n'ont pas été encore versés au Fonds vert pour le climat, alors qu'on sait bien que les pays riches qui en ont fait la promesse ne trouveront pas cet argent dans les budgets existants de leurs propres États, et que si on ne sort pas de l'orthodoxie financière, nous n'avons aucune chance de réaliser ces engagements. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en déplacement en Inde, pays, s'il en faut, délicat, coincé entre deux obligations. La première obligation, répétée par le président Modi, c'est son engagement de campagne. Il a promis à ses citoyens que 300 millions d'Indiens pourraient accéder à l'énergie dans les 10 prochaines années, et il a simultanément promis à 300 autres millions d'Indiens de pouvoir accéder 24 heures sur 24 à l'énergie, alors qu'ils n'y ont accès qu'une heure par jour. Et il a conscience dans le même temps que son pays sera évidemment aux premières loges des conséquences des changements climatiques, déplacement des populations, mais surtout stress hydrique encore plus important avec les conséquences que l'on peut imaginer, notamment sur l'alimentation en Inde. Et qu'est-ce que m'ont dit les autorités indiennes? Nous voulons bien nous passer du charbon que nous avons sous les pieds. Mais de deux choses l'une, ou vous nous donnez les technologies propres, et chacun sait que le sujet des transferts des technologies n'est pas un sujet si simple, et comme le disait Pascal Canfin, tous les sujets sont compliqués. D'abord parce que la plupart des brevets n'appartiennent pas aux États, et quand bien même. Et que le meilleur service que l'on puisse rendre à l'Inde, mais à d'autres pays, ce n'est pas forcément de trouver l'argent pour accéder à ces technologies, parce que tout n'est pas une question d'argent supplémentaire, tout est une question d'affectation. Et si, par bonheur, les 15 États auxquels je faisais référence tout à l'heure décidaient enfin d'investir massivement dans les énergies renouvelables, entre autres, et dans les technologies d'efficacité énergétique, d'y aller en grand. Si par exemple chez nous le plan Juncker avait été principalement dévolu à cela, vous allez immédiatement accélérer une tendance naturelle qui est évidemment l'effondrement du coût des énergies renouvelables. Dès lors, vous solutionnez cette difficulté, puisque dès lors que cette énergie devient concurrentielle, comme elle l'est déjà notamment en Afrique du Sud, il suffira alors simplement peut-être aux États de servir de caution si un certain nombre de banques multilatérales acceptent de faire des prêts à taux très faible, voire à taux zéro, sur des durées longues. Voilà la cohérence. Mais pour cela, encore une fois, faut-il provoquer ce qui a été à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que ce n'est pas simplement de 100 milliards de dollars dont on va avoir besoin pour aider les pays du Sud à s'adapter et opérer la transition énergétique. Chacun sait que c'est des milliers de milliards de dollars, mais il faut avoir cet effet de bascule, ce levier. Et dès lors que les États comme la France s'y est engagé, et comme la France continue de s'y engager, parce que moi, je tiens à le dire ici, je n'ai pas entendu une autre décision. Et donc, je confirme ici qu'il m'a été dit à plus haut niveau que la France tiendra ses engagements de ne pas subventionner les centrales à charbon à l'export, quelles que soient ces centrales, parce qu'il n'y a pas de charbon propre, contrairement à ce que certains veulent bien nous dire. Et donc, le temps de la cohérence, c'est effectivement le désinvestissement, la fin des subventions, tout cela peut se faire progressivement. C'est aussi des engagements qui peuvent être pris par les collectivités, comme certains s'y sont engagés, mais que les États peuvent prendre aussi. Si vous conditionnez la commande publique à s'approvisionner à une économie bas carbone, voilà aussi un extraordinaire levier qui va nous faire précipiter dans l'économie bas carbone. La commande publique dans le monde, c'est entre 15 et 20% de la production ou de la consommation. Ce qu'on m'explique à moi, qui suis peut-être le seul de cette salle à ne pas être économiste, c'est que 15 ou 20%, c'est le standard industriel. Dès lors que vous créez le standard industriel,
ça sera l'intérêt du consommateur et du producteur d'être dans cette catégorie. C'est ça la cohérence. Et nous avons raison, et je félicite 350.org, de mettre l'accent. Parce que les négociations climatiques, j'en suis témoin, c'est un empilement comme ça de feuilles, de doléances, de souhaits, où chaque État essaie d'interpréter à sa manière la notion de responsabilité commune et différenciée. Mais il y a un moment, il faut prendre un peu de hauteur ou un peu de distance. Le succès de la conférence climatique, il se tient sur ces outils-là, le prix du carbone, la fin des subventions, le basculement des investissements, la transparence des portefeuilles financiers pour que chacun, à commencer par moi, sache où on place notre épargne. Donc ce sont des sujets fondamentaux. Et si un certain nombre d'acteurs s'engagent sur ces sujets-là, s'il y a une réussite à Paris, elle sera amplifiée. S'il y a une déception à Paris, elle sera largement atténuée. Et le sujet des financements, pour moi, est évidemment un sujet essentiel. Encore faut-il que l'on s'ouvre un peu aussi à l'inédit. Le sujet des financements innovants. Comment pouvons-nous rétablir la confiance avec nos amis africains sur notre capacité à honorer notre aide à la fois au développement, dont il sera question à l'Assemblée générale des Nations unies, et notre aide à l'adaptation, compte tenu de l'état de nos budgets, si nous n'allons pas également faire rentrer dans le périmètre de la solidarité des pans entiers de l'économie qui se sont organisés en toute légalité mais en toute immoralité pour ne pas participer à la solidarité. Voilà à quoi, pour moi, se résume l'équation de Paris, en tout cas sur un plan purement technique et pratique. Mais je dirais que Paris se résume peut-être à une petite phrase que je voudrais vous rappeler ici. J'étais, il y a peu de temps, au Maroc, à Rabat, pour recevoir la contribution du Maroc. D'ailleurs, au passage, le Maroc, comme l'Indonésie, comme l'Égypte, a commencé aussi à désinvestir et à cesser de subventionner notamment le carburant ici ou le pétrole ou le gaz là-bas. Et quand j'ai reçu la contribution du Maroc, ceci s'est fait d'une manière assez solennelle avec des représentants de différents États africains. Et dans la salle, soudainement, une femme africaine dont je n'ai pas identifié à quel pays elle appartenait. Elle s'est levée et elle m'a interpellé. Pas moi personnellement, mais moi, représentant du pays qui allait accueillir la conférence climat. Et elle m'a dit, Monsieur Hulot, n'oubliez pas de dire en rentrant à Paris qu'à la conférence de Paris, vous allez décider de qui va mourir ou pas. Parce que c'est ça qui se joue à Paris. Et les énergies fossiles sont l'ennemi du climat. Que ce soit le CO2, que ce soit le méthane. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaiera de nous faire croire pour essayer de traire la bête jusqu'à la dernière goutte, nous devons rentrer en cellule de dégrisement et nous affranchir des énergies fossiles, d'autant qu'honnêtement, on n'aurait pas pu l'affirmer avec autant de clarté et de certitude à Copenhague. Tout est là, sous la table. Il faut simplement doper par la cohérence des investissements. Merci beaucoup.